Ce sont des gens qui s'adaptent très facilement et il faut le reconnaître. Quand ils le veulent, ils sont très intelligents, très intuitifs. C'est eux qui ont commencé à labourer, qui ont commencé à ouvrir les mines, démarrer dans les mines. Et ils ont très vite appris ce que le patron voulait, ce que le contremaître voulait, et que pour éviter les coups de fouet des contremaîtres, il vaut mieux apprendre et bien comprendre, même si on ne parle pas bien le français. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus excellents dans de nombreux domaines. Thái biết chữ để xem sách thế này để nấu cơm. Thế là nó đưa trong quyển sách để nấu cơm cho nó ăn. Thế thì ở đấy thì toàn ăn đồ hộp ấy mà, nấu cho 8 thằng sếp nó ăn. Ở Cavity, đổi ra Cavity đấy. Thế xong rồi ông ấy làm bếp thì tôi làm anh phép mê ở nhà thương này. Thế xong rồi thì là ông ấy làm xong rồi thì là làm đâu mấy tháng ấy về sau thì là ông ấy đang là Tây nó ăn xong đâu đấy rồi. Ông mới dọn bát đĩa. Certaines jeunes femmes qui travaillaient bien étaient remarquées par les contremaîtres et les embauchaient aussi pour venir travailler comme femmes de ménage chez les Européens. Ở cái Gia Đáp ấy thì là ông nhà tôi cạo xà lom, còn tôi thì làm bếp có chửa ông Trung đấy, bụng to này ạ. Nó bắt giặt quần áo, giặt tay thế này với lại đa. Thế xong rồi thì là có chửa bụng tướng thế này thì là mình giặt bao nhiêu quần áo trong nhà nó 3 người con với lại 2 vợ chồng nó là thằng sếp đấy phải giặt cho nó. Thế xong đến bữa 11 giờ nó cho đĩa cơm nó chan tí đỗ vào, đứng đấy ăn xong rồi lại giặt luôn. Thì cái bụng to nó cứ cọ vào cái chỗ cái bàn giặt này. Thế xong rồi gần đến cái lúc đẻ nó mới cho nghỉ. La vie en Nouvelle-Calédonie pour les engagés tonkinois, les Tchendang, correspondait à peu près à la vie des Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Nous faisons partie des sous-citoyens. Ils n'ont pas le droit d'acheter un terrain. Et tout ce qu'ils font, ils sont obligés de déclarer. Nào có tự do đâu, chúng nó cầm quyền đi đâu thì phải hỏi, phải phép. À l'époque de mes parents, donc ils sont, par exemple, s'ils sont cantonnés à Thio et ils veulent descendre à Nouméa, il faut qu'ils demandent une autorisation dans la gendarmerie. On ne peut pas dire qu'ils étaient libres, loin de là. Pour la bonne et simple raison que les Tonkinois de l'époque, comme les Indonésiens, les Kanaks, étaient régis par le régime de l'indigénat et ne pouvaient pas se déplacer à n'importe quel lieu du territoire sans autorisation préalable. Ils leur donnent un laissez-passer pour qu'ils puissent descendre à Nouméa. Et donc quand ils remontent, ils sont obligés de dire bon voilà, on est monté, on est revenu et tout ça. Travailleurs et discrets, les engagés vietnamiens n'ont pas eu de mal à trouver leur place dans les mines, l'agriculture ou la domesticité. À l'arrivée des troupes américaines en Nouvelle-Calédonie, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Tchendang se lancent dans le commerce. Leur vie s'améliore peu à peu, mais la guerre d'Indochine va de nouveau les entraîner dans la tourmente. Certains choisiront de rentrer dans leur pays d'origine, d'autres préféreront rester définitivement sur notre territoire. La suite de l'histoire des Vietnamiens du Caillou, c'est tout de suite dans les traces du passé sur NCTV. Lorsque est arrivé par la suite les Américains, il y a eu des Vietnamiens qui devaient rentrer, terminer leur contrat. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la guerre mondiale. Les Tonkinois à Nouméa subissaient le couvre-feu et ne pouvaient pas sortir, comme les Kanaks d'ailleurs, de la ville. À partir de 8 h du soir, il fallait qu'ils rentrent chez eux parce qu'il y avait un contrôle très strict à ce moment-là et c'était valable pour tout ce qui n'était pas européen. Donc ils n'ont pas pu reprendre le bateau vu les conditions de guerre et tout, donc ils sont restés en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement n'avait pas accepté de rapatrier les Vietnamiens. Le gouvernement a préféré conserver les Vietnamiens pour le développement du territoire puisqu'il n'y avait pas assez de monde. Ils avaient l'impression d'être comme des oiseaux pris en cage. Avec leur contrat de 5 ans, ils ne pouvaient plus quitter ce pays étant donné que c'est une île à 10 000 km de leur pays natal. Après 5 ans, ils étaient contraints de rester. Ils étaient condamnés. Il n'y avait pas de bateau. Ils n'avaient plus aucune possibilité de s'en aller. Et ils se disaient qu'ils avaient les pieds engagés
est coincé en Nouvelle-Calédonie. Le mot Tchendang, qui veut dire, si on le traduit mot par mot, ça veut dire pied engagé. Certains, lorsqu'ils avaient été tellement maltraités, ils disaient même qu'ils avaient les pieds enchaînés. Les universitaires et les lettrés vietnamiens ont cherché partout dans les dictionnaires et n'ont jamais trouvé. Pourquoi? Tout simplement, c'est un mot qui a été imaginé et inventé par les travailleurs vietnamiens de Nouvelle-Calédonie. J'ai écrit le livre Tchendang en mémoire des engagés tonkinois qui étaient venus travailler en Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mars 1891 jusqu'en 1939. Tchendang a été publié en 1981 et presque 35 ans après, il est toujours connu, populaire et toujours vendu en librairie. Je me suis mis à écrire ce livre simplement par devoir de mémoire. Ce mot, indirectement, sans le vouloir, je l'ai incorporé dans le vocabulaire. Et je me suis dit, puisqu'ils se surnommaient les Tchendang, autant nommer le livre Tchendang, au même titre que les pieds noirs d'Algérie ou les pattes jaunes de Bouraï. Voilà l'histoire de Tchendang. C'était des travailleurs. Ils ne cherchaient pas non plus à rester dans ce pays. Mais on les avait obligés de rester. Thế hàng ngày mấy ngày Tết Việt, thế thì anh em mới bảo cậu Thái, cậu ơi, cậu làm ơn làm chúng tôi cái đờ măng ấy, tục lệ của người Việt ta thì mùng 1 Tết thì nghỉ, không làm. Thế ông Thái cũng nghe, ông làm cái đờ măng đưa. Thế là cái thằng mặt đỏ, thằng sếp ấy, nó cứ để cho ông neo buổi sáng lên mở kệ. Xong rồi đến chốc 8 giờ ông bảo Minh Sang sang ông. Thế số của ông ấy, Minh Sang sang ông. On n'entend pas, on ne le sait pas. Mais c'est eux qui ont commencé à labourer, qui ont commencé à ouvrir les mines, démarrer dans les mines, alors que les autres sont ceux qui commandent. Mais les vrais travailleurs, c'est ceux-là. Tôi xít Phú Căng. Nó thù, nó bảo sao mày mong tê ra Tết của anh em. Mày làm đờm ăn để anh em nghỉ ngày Tết. Không có quyền phải đi làm. Thế là nó đổi ông Thái. Đổi sang mãi qua ô tu, chỗ nào chỗ vu. Chỗ vô nhưng mà bên sang bên Ráp nó đầy hai vợ chồng ở quả đảo ấy. C'est difficile pour moi puisque j'ai été adopté par mes parents adoptifs. Donc j'ai quitté ma mère et j'ai perdu mon père. Donc je ne connaissais pas très bien l'histoire. Une fois qu'ils avaient accompli leur devoir contractuel, ils étaient toujours aussi maltraités et les travailleurs vietnamiens sur l'ensemble du territoire se rebuffaient. À Thio, il y a eu un Vietnamien qui a été tué et ça a plus ou moins déclenché des grèves dans les centres miniers. Et mon père avait participé aussi à la maison commune à la défense contre les gendarmes et contre l'homme blanc avec des bouteilles, des tessons de bouteilles et tout, des couteaux et des sabres d'abattis en cas où ils étaient attaqués par les forces de l'ordre. Et suite à ces grèves-là, je sais qu'à Vaux, il y a eu 2 ans. Mon père, il a dit, ils ont fait la grève pendant 2 ans et il n'y avait plus rien à manger. Mon père s'est retrouvé sur une île à Tangayou, pas très loin de Pagoumen, et ils étaient abandonnés là pendant une semaine avec les tricots-rayés et les serpents. Et cette révolte a eu quand même des incidents graves et notamment des morts au niveau des mines de la côte Est. Mais j'ai appris, quand j'avais 12 ans, quand de retour chez ma mère, et qu'elle m'a appris toute son histoire. Et c'est comme ça que je l'ai enregistré. Après la guerre, c'est la fin de l'indigénat, et donc les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous. Les Vietnamiens vont se mettre à leur compte, dans le blanchissage, le repassage ou encore la restauration, avec notamment la préparation de plats, comme les nems ou le porc au sucre. Il a fallu attendre la fin de la guerre. Ce n'est qu'en 1945, avec la libération de l'indigénat, que les Calédoniens ont pu voir les Tonkinois, les Indonésiens, les Kanaks se déplacer, pour ainsi dire, normalement en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, la chance, c'est que mes parents adoptifs, libérés de la mine, ils sont descendus à Nouméa. Il y en a qui sont descendus à Nouméa
pour être commerçants, menuisiers. Les Vietnamiens avaient recouvré leur liberté d'entreprendre et de travailler. En m'adoptant, ils m'ont permis de me donner la possibilité d'étudier avant tous mes camarades qui étaient sur mine et qui n'ont pas eu cette chance. Et la plupart avaient décidé de redescendre sur Nouméa et de créer l'artisanat, créer des magasins, des boutiques. Mon père était menuisier, il travaillait pour M. Gaston Dillin-Segère. Et ma mère vendait des cacahuètes dans des petites poussettes. Ils amènent à l'entracte du cinéma pour vendre des boissons, des cacahuètes, des bonbons pour ceux qui vont au cinéma. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert leur petit commerce à Nouméa. Et c'est le début de leur richesse, de leur succès. Ensuite, mon père est devenu maraîcher. Donc, à l'époque, on gagnait beaucoup d'argent avec les légumes. Donc, mon père a changé de métier et est devenu maraîcher. Et une fois libérés, descendus à Nouméa ou dans les villages, à Koumak, un peu partout, ils étaient devenus des spécialistes de la culture de la salade en particulier et des produits qu'on trouve dans le commerce normalement des légumes. Et beaucoup sont devenus pas mal riches et les commerces vietnamiens fleurissent. Et c'était des périodes de boom, il fallait travailler. Je me rappelle à une époque où j'ai commencé à travailler, par exemple, eh bien, on n'avait pas besoin de manœuvre, on n'a pas besoin de maçons, tout ça, c'est que des Vietnamiens. Et vous voyez partout, tout ce qui est maçonnerie, c'est des Vietnamiens. Avec l'implantation des Vietnamiens qui prospéraient et qui commençaient à s'offrir les petites Renault, les Citroën en chevaux à Nouméa, ça commençait à créer un peu de jalousie au sein de la population européenne et en particulier de la population commerçante. Et les Européens, ils ont aussi peur de la réussite des Vietnamiens parce qu'ils sont devenus des patrons, des entrepreneurs. Malheureusement, avec cette prospérité naissante, survenait la guerre de l'Indochine et la perte de l'Indochine par la France. L'amélioration de la vie des Vietnamiens sera de courte durée. Victime indirecte de la guerre d'Indochine, la communauté devient la cible de campagnes anti-viet virulentes, où se mêlent jalousie de leur réussite économique et suspicion de sympathie communiste. Les Français ont perdu Dien Bien Phu. Donc, les Vietnamiens sont devenus des ennemis pour ceux qui sont revenus du Vietnam et ceux qui sont revenus des territoires français. Chez les Vietnamiens qui étaient acquis pour la cause de Hanoï, pas les catholiques, c'était la joie. Dans les vitrines, ils arboraient même le drapeau vietnamien ou le portrait de Ho Chi Minh, ce qui donnait l'occasion aux Européens de la place qui étaient contre l'implantation des Vietnamiens en Nouvelle-Calédonie de dire « faites-les partir, ce sont des communistes, ce sont des gens à Ho Chi Minh, il ne faut pas les garder, on les fout dehors ». Il y a d'une part la perte de Dien Bien Phu, d'autre part l'évolution des Vietnamiens dans la vie économique. À partir de là, la réaction de la population européenne locale a été de dire les Viet dehors. Réciprocité, on a foutu dehors les Français du Vietnam, on va les mettre aussi à la porte. Bien sûr, ils se vengeaient sur les Vietnamiens, considérant que nous ne sommes pas du pays et qu'on devrait être renvoyé. Mais
L'objectif réel, c'est qu'ils allaient devenir des concurrents trop dangereux et ils allaient gagner beaucoup d'argent ici, autant les faire partir. Au moment, il y avait toute une campagne de dénigrement, une campagne de déstabilisation, d'accusation, qu'il y a des groupements qui ont décidé de mettre les Vietnamiens dehors. Qui ont commencé à écrire sur les routes, sur les murs, que Viet dehors, Viet, prends le bateau. Rentrez chez vous. Ça a été ça, car ils ont été dénigrés ici, ils étaient contraints de rentrer. Puis il y a aussi, il faut savoir que pour les anciens, c'était aussi la nostalgie du pays. Et ils avaient la possibilité ici de recevoir la radio Hanoï le soir, à 10h du soir, les informations qui leur disaient le peuple vietnamien a pris le pouvoir appartient maintenant au peuple, c'est le peuple souverain, c'est lui qui décide. Et les Vietnamiens d'ici disaient, moi avec mon argent, avec mes millions, je vais rentrer, je vais commander aussi avec ce peuple et ce sera super. Sao lại không muốn? Hồi ấy, đang định về thì là La Ghe không về được đấy. Thế là cứ ở đây mãi. Thế xong ở nhà mới viết giấy sang. Hồi Cộng sản với Tây với Mỹ đánh nhau. Thì ở nhà ông bố bắt được cái thơ, ông bố đẻ ra ông Thái bắt được cái thơ với bảo sao con đi mấy chục năm lại không muốn cho con về có phải không? Nhưng mà ông cụ nói khéo một câu, con ơi, con ở bên ấy mà nuôi các cháu nên người, bố già rồi không cần nghĩ đến bố nữa, ông cụ nói xa đấy, đừng nên về. La majorité des Vietnamiens d'origine bouddhiste avaient décidé de rentrer chez eux pour la bonne et simple raison. Il fallait ramener leur progéniture, ramener le peu d'argent qu'ils avaient pu gagner ou beaucoup d'argent qu'ils avaient pu gagner et revivre au pays, d'autant plus qu'à ce moment-là, la France était partie. Et d'ailleurs, dans les années 60, ils ont décidé de tous partir. Bien sûr, ils imaginaient qu'ils allaient rentrer dans un pays souverain et qu'ils allaient être les rois du pétrole. Or, il y a eu un prêtre, le père Thôn, qui a dit à tous ses fidèles catholiques de ne pas partir au Vietnam, parce que c'est un pays communiste et tout. Et le gouvernement de Saigon, par l'intermédiaire du père Thôn, disait « Attention, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le peuple qui commande, c'est le communisme qui commande, et là-bas, ce n'est pas le peuple qui décide, c'est le communisme qui décide, et le communisme et la religion catholique ne vont pas ensemble. Et que le mieux, c'est de rester en Nouvelle-Calédonie et de respecter la loi française, vous serez des hommes et des femmes libres. » Et si on regarde la majorité des gens qui sont restés, je pense que 80% des gens qui ne sont pas retournés au Vietnam, c'est des catholiques. Il faut considérer qu'à cette période, 90 à 95% ont décidé de partir au Vietnam. Il y avait des familles de 10, 11, 12, 14 enfants, hein, et il fallait les ramener. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été tellement encouragés à suivre l'école française. Moi, je suis resté parce que j'étais en cette période, j'avais les études à terminer en France, et ma femme et mes enfants sont restés, puisqu'elle avait une situation, et elle m'attendait. Donc, suite à tout ça, je pense que c'est la France qui a décidé, avec le Vietnam, de rapatrier ceux qui veulent repartir sur le Vietnam. Donc, voilà. Il a fallu l'intervention du gouvernement vietnamien auprès du gouvernement français pour qu'ils soient rapatriés. Et c'est ainsi que le gouvernement central parisien décide d'affréter l'Eastern Queen pour venir chercher tous ceux qui désiraient partir. Et la plupart venaient du Nord, tous ceux-là sont tous partis. Et ils sont tous retournés au Vietnam. Nous, on est du Nord, mais on est restés. Les 9 000, 10 000 Vietnamiens, ou des milliers de Vietnamiens plutôt, je n'ai pas le chiffre exact, sont rentrés par ce fameux bateau. Lorsqu'il était arrivé, il était tout blanc, et en repartant, il était peint en noir. Je me souviens encore de tout ça.
Et à travers le courrier que mon épouse me traçait, le départ a été dramatique puisque les jeunes ne voulaient pas partir. Aussi, vous avez des jeunes qui ont refusé de partir. Mais par devoir, les enfants étaient tous partis. Ils accompagnaient leurs parents parce qu'il y avait obéissance familiale. Ils étaient partis de Nouvelle-Calédonie avec de l'argent, beaucoup avec de nombreuses voitures. Et une fois arrivés sur place, ils tombaient sur un pays communiste. Donc il était hors de question de posséder voiture et beaucoup d'argent. Thế. Thì sao tôi bảo cho nhiều người họ không nghe tôi, họ cứ về, bây giờ về thì ít đâu rồi tiền của cũng hết rồi, người cũng mất, cũng nhiều người mất. Et c'est comme ça qu'ils ont été, pour ainsi dire, je dirais le mot dépouillé, c'est un peu dur, mais je pense que c'est ça. Về thăm quê hương nhưng mà bố mẹ già cũng chết rồi, anh chị cũng chết cả rồi, không còn ai. Vừa rồi tôi về phòng mà tôi định ra Vạn Hoa tìm cái chỗ tôi sinh đẻ ngoài Vạn Hoa thì ở đấy cũng là ghe, nó tan nát hết cả. Cái anh cũng dẫn tôi về ra Vạn Hoa đấy thì nó tan nát hết tất cả, bây giờ thành ra cái rừng hoang. Ở đấy thì nhiều mây lắm, với lại quả dẻ quả dứt ở trên rừng nhiều lắm, gọi là Vạn Hoa, nó nhiều thứ hoa. Les Vietnamiens qui sont restés en Nouvelle-Calédonie, donc ils envoient déjà leurs enfants à l'école. On travaille à l'école, beaucoup travaillaient très dur, et les parents se sacrifient pour que les enfants puissent faire des grandes études. Thì phải dạy con cái bố làm ăn như thế này. Trên Thuận Dưới Hòa anh em phải thương nhau, rồi phải bố mẹ già thì bây giờ bố mẹ nuôi con thì mai ngày con lớn phải trông nom bố mẹ già, thì cũng phải dạy chúng nó như là nhờ của Chúa dạy loài người vậy. Nos parents eux-mêmes déjà avaient décidé à un moment donné, lorsqu'ils étaient devenus des hommes et des femmes libres dans ce pays, de occulter le passé, de ne pas transmettre ce passé aux enfants, afin qu'ils ne puissent pas avoir de rancœur et de haine envers les autres. Et cette philosophie doit nous servir de fil conducteur vers la paix, la fraternité et l'esprit de tolérance entre nous tous. Le Vietnamien a tellement souffert, et ils comprennent, et les enfants ont compris, et nous continuons cette ligne. La coutume reste toujours, hein, et la tradition, avec la nouvelle génération, elle se perd un petit peu, mais l'amicale vietnamienne est là. Moi, mes enfants sont obligés de parler à la maison, ils parlent le vietnamien. Ça, c'est la tradition, c'est notre culture, on veut la conserver. Et on va continuer aussi avec les petits-enfants. Et nous essayons à l'amicale vietnamienne de leur transmettre tout ce que nous savons sur nos coutumes, notre façon de vivre et surtout notre histoire. Comme la statue qu'on a mise en ville, qui commémore l'arrivée et la vie du Dien Dang. Le principal pour nous, c'est d'oublier les vicissitudes du passé, les rancœurs du passé, pour construire l'avenir ensemble pour nos enfants et nos petits-enfants. Malgré tout, quand on peut, on accepte de contribuer à bâtir le pays. Et c'est ça et c'est comme ça qu'on est accepté aujourd'hui. On peut dire que nous sommes tous, en tant que Vietnamiens, fiers de notre race et fiers de ce que nous avons fait pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les Chandang qui ont choisi de rester en Nouvelle-Calédonie représentent la deuxième plus importante communauté asiatique de notre territoire derrière les Indonésiens d'origine. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure pour un nouvel épisode des Traces du passé. Bonne soirée à tous.